Salut. Hop, alors, oula. Je fais des tests. Hop. Bienvenue sur le début de ce live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Je regarde les nouveautés. Je peux mettre des stickers. Je peux partager. Effets vocaux. Ça existait déjà. Retourner l'appareil photo. Inverse ta vidéo. Hop. Ok. Plus. Paramètres. Bon, il n'y a rien de vraiment nouveau. Intro de live, ça c'est fait. Voilà, bienvenue. On va commencer la lecture d'un nouveau livre. Je continue sur les Jules Verne, car je suis un fan de Jules Verne. Et on va lire Claudius Bombarnac, que je ne connais pas du tout. Je n'avais même jamais entendu parler, je crois bien. Alors, il n'y a pas grand monde, mais c'est absolument pas grave. Allez, c'est parti. On a combien de chapitres? 27 chapitres. Ça doit être un livre assez long quand même. Qui me prendra peut-être au moins 15 lives. Chapitre 1. Claudius Bombarnac, reporter 20e siècle. Tiflis, en Transcaucasie. Je pense que c'est un pays inventé par Jules Verne. On y va. Chapitre 1. Telle est la suscription de la dépêche que je trouvai le 13 mai en arrivant à Tiflis. Voici le texte de cette dépêche. Toute affaire cessante à la date du 15 courant, Claudius Bombarnac se trouvera au port Uzun-Ada, littoral est de Caspienne. Là, prendra train direct grand transasiatique entre frontière Europe et capitale Céleste Empire. Devra transmettre impressions sous forme chronique, interviewer personnages marquants rencontrés sur parcours, signaler moindre incident par lettre ou télégramme suivant nécessité de bons reportages. 20e siècle compte sur zèle intelligence, activité adresse de son correspondant, auquel il ouvre crédit illimité. C'est un texte bizarre. Coucou mon chéri, coucou ma chérie. Salut Shira, y avait-il une relation avec Verne et Rimbaud? Pas à ma connaissance. Or, c'était le matin même que je venais d'arriver à Tiflis, ayant l'intention d'y passer 3 semaines, puis de visiter les provinces de la Géorgie pour le profit de mon journal, et, je l'espérais, pour celui de ses lecteurs. Voilà les inattendus, les aléas de l'existence d'un reporter ambulant. À cette époque, les railways russes étaient reliés à la ligne géorgienne de Poti-Tiflis-Bakou. Après un long et intéressant trajet à travers les provinces de la Russie méridionale, j'avais franchi le Caucase et je comptais bien me reposer dans la capitale de la Transcaucasie. Et voici que cette impérieuse administration du XXe siècle ne m'accordait qu'une demi-journée de halte dans cette ville. À peine débarqué, j'allais être obligé de repartir sans avoir eu le temps de déboucler ma valise. Que voulez-vous? Il faut bien satisfaire aux exigences du reportage, aux nécessités si modernes de l'interview. Donc nous sommes en présence d'un reporter qui a des interviews à réaliser en Russie. Salut Léo de Dieu. J'étais studieusement préparé, pourtant largement approvisionné de documents géographiques et ethnologiques relatifs à la région transcaucasienne. Donnez-vous donc la peine d'apprendre que le bonnet de fourrure en forme de turban, dont se coiffent les montagnards et les cosaques, s'appelle papaka,
que la redingote froncée à la taille où s'accrochent les cartouchières latérales est nommée tcherkeska par les uns et bechmet par les autres. Soyez donc en mesure d'affirmer que le géorgien et l'arménien se coiffent de la toque en pain de sucre, que les marchands revêtent la touloupa, sorte de pelisse en peau de mouton, que le kurde ou le parsi porte encore la burqa, manteau en tissu pelucheux, rendu imperméable par son apprêt. Vous êtes prof de français, oui. Et la coiffure des belles géorgiennes, le tassakravi, composé d'un léger ruban, d'un voile lainé, d'une mousseline qui encadre de si jolis visages, et leurs robes aux couleurs éclatantes, aux manches largement ouvertes, leurs vêtements de dessous noués à la taille, leurs surtouts d'hiver en velours garnis de fourrure et d'orfèvrerie, aux brandebourgs, leurs mantilles d'été en cotonnade blanche, le tchadré, qu'elles serrent étroitement du coude. Toutes ces modes, enfin si soigneusement notées sur mon carnet de reporter, qu'en dirais-je maintenant? Ayez donc appris que les orchestres nationaux se composent de zurna, qui sont des flûtes aigres, de salamouri, qui sont des clarinettes criardes, de mandolines à cordes de cuivre pincé avec une plume, de tchanouris, violon dont on joue verticalement, de dimplipitos, espèce de cymbale qui crépite comme la grêle sur les carreaux de vitre. Ayez donc appris que le chaska est un sabre suspendu à une bandoulière agrémentée de clous et de broderies d'argent, que le kinjal ou kandjiar est un poignard passé à la ceinture, que l'armement des soldats du Caucase se complète d'un long fusil à canon de Damas, relevé de capucines en métal ciselé. Ayez donc appris que le tarantas est une sorte de berline reposant sur 5 pièces de bois assez élastiques, entre des roues largement espacées et de moyenne hauteur, que cette voiture est conduite par un yemtchik, juché sur le siège de devant, tenant en guide 3 chevaux, auxquels se joint un second postillon, le falêtre, lorsqu'il est nécessaire de prendre un 4e cheval chez le smatritel, qui est le maître de poste des routes caucasiennes. On apprend un petit peu de vocabulaire russe. Ayez donc appris que la verste vaut 1 km 67 mètres, que les diverses populations nomades des gouvernements de la Transcaucasie se décomposent ainsi par famille. Kalmouk, descendants des Zéleutes, 15 000, Kirghizes d'origine musulmane, 8 000, Tartares de Koundrov, 1100, Tartares de Sartov, 112, Nogaï, 8500, Turcoman, près de 4000. Ainsi, après avoir si minutieusement potassé ma Géorgie, voici qu'un ukase m'oblige à l'abandonner, et je n'aurai pas même le temps de visiter le mont Ararat, à l'endroit où s'est arrêté, au 40e jour du déluge, l'arche de Noé, ce chaland primitif de l'illustre patriarche. Et il faudra renoncer à publier mes impressions d'un voyage en Transcaucasie, perdre 1000 lignes de copie à tout le moins, et pour lesquelles j'avais à ma disposition les 32 000 mots de notre langue, actuellement reconnus par l'Académie française. Donc c'est un reporter français qui doit faire des interviews en Géorgie. Je vais regarder vite fait où c'est la Géorgie sur Google Maps. Géorgie. À mi-chemin entre l'Europe et l'Asie, à côté de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, et ça c'est quoi? Le Kazakhstan, non? Si. Entre la mer Caspienne et la mer Noire. Ok, c'est là que se situe l'histoire. C'est dur, mais il n'y a pas à discuter. Et tout d'abord, à quelle heure part le train de Tiflis pour la Caspienne? La gare de Tiflis est le point de jonction de 3 lignes de chemin de fer. La ligne de l'ouest, qui se termine à Poti, sur la mer Noire, port où débarquent les passagers qui arrivent d'Europe.
La ligne de l'Est qui s'arrête à Bakou, où s'embarquent les passagers qui doivent traverser la Caspienne. La ligne, enfin, que les Russes venaient de jeter sur une longueur de 164 km entre la Circaucasie et la Transcaucasie, de Vladikavkaz à Tiflis, en traversant le col d'Arkhot, à 4500 pieds d'altitude, et qui rattache la capitale géorgienne au railway de la Russie méridionale. Je me rends à la gare, tout courant, et me précipite vers la salle de départ. À quelle heure le train pour Bakou demandai-je. Vous allez à Bakou répond l'employé, et il me jette par son guichet ce regard plus militaire que civil qui brille invariablement sous la visière des casquettes moscovites. Je pense, dis-je, peut-être un peu trop vivement, qu'il n'est pas défendu d'aller à Bakou. Non, me réplique-t-on d'un ton sec, à condition que l'on soit muni d'un passeport régulier. J'aurai un passeport régulier, ripostai-je à ce fonctionnaire farouche, qui, comme tous ceux de la Sainte Russie, me paraît doublé d'un gendarme. Puis je me borne à redemander quelle est l'heure du départ du train pour Bakou. 6 heures du soir. Et on arrive le lendemain à 7 heures du matin. Attends pour prendre le bateau d'Uzun Ada. Attends. Et l'homme du guichet répond à mon salut par un salut d'une précision mécanique. La question de passeport n'est point pour me préoccuper. Le consul de France saura me donner les références exigées par l'administration russe. 6 heures du soir, et il est déjà 9 heures du matin. Bah, quand certains itinéraires vous permettent d'explorer Paris en 2 jours, Rome en 3 jours et Londres en 4 jours, il serait assez extraordinaire qu'il fût impossible de visiter Tiflis en une demi-journée. Et j'entends voir Vison Visu. Que diable, on est reporter ou on ne l'est pas. Il va sans dire que si mon journal m'a envoyé en Russie, c'est que je parle le russe, l'anglais et l'allemand. Exiger d'un chroniqueur la connaissance des quelques milliers d'idiomes qui servent à exprimer la pensée dans les 5 parties du monde, ce serait abusif. D'ailleurs, avec les 3 langues ci-dessus, en y joignant le français, on va loin à travers les 2 continents. Il est vrai, il y a le turc, dont je n'ai retenu que quelques locutions, et le chinois, dont je n'entends pas un traître mot. Mais je n'ai pas à craindre de rester bouche bée dans le Turkestan et le Céleste Empire. Les interprètes ne feront pas défaut en route, et je compte bien ne pas perdre un seul détail de mon parcours sur le grand transasiatique. Je sais voir et je verrai. Pourquoi m'en cacher? Je suis de ceux qui pensent qu'ici-bas tout est matière à chronique, que la terre, la lune, le ciel, l'univers ne sont faits que pour fournir des articles de journaux, et ma plume ne chômera pas en route. Par bonheur, il ne s'agit pas d'obtenir ce poderojnaïa qui était indispensable autrefois à quiconque voyageait en Russie. C'est alors le temps des courriers, des chevaux de poste, et grâce à sa puissance, cet exeat officiel levait toutes les difficultés, assurait les plus rapides attelages des relais, les plus aimables gracieusetés des postillons, la plus grande vitesse des transports, à tel point qu'un voyageur bien recommandé pouvait franchir en 8 jours et 5 heures les 2700 verstes qui séparent Tiflis de Pétersbourg. Mais que de difficultés pour se procurer ce passeport. Un simple permis de circulation suffit aujourd'hui. Un permis attestant dans une certaine mesure que vous n'avez été ni un assassin, ni même un condamné politique, que vous êtes ce qu'on appelle un honnête homme en pays civilisé. Grâce au concours que me prêtera notre consul à Tiflis, je ne tarderai pas à être en règle avec l'administration moscovite. C'est l'affaire de 2 heures et de 2 roubles. Je me consacre alors tout entier, yeux, oreilles, jambes, à l'exploration de la capitale géorgienne. Sans prendre de guide, je les ai en horreur. Il est vrai, j'aurais été capable de conduire n'importe quel étranger à travers les dédales de cette capitale si minutieusement étudiée par avance. C'est un don de nature. Voici ce que je reconnais en allant au hasard. D'abord, la Douma, qui est l'hôtel municipal où réside le Golova, qui est le maire. Si vous m'aviez fait l'honneur de m'accompagner, je vous aurais dirigé vers la promenade de Krasnoïa Gora, sur la rive gauche du Koura, les Champs-Élysées de l'endroit, quelque chose comme le Tivoli de Copenhague,
ou la foire du boulevard de Belleville, avec ses 4 chilis, délicieuses balançoires dont les ondulations savamment combinées donnent le mal de mer. Et partout, au milieu de l'enchevêtrement des baraques foraines, les femmes en costume de fête qui circulent à visage découvert, et par conséquent géorgiennes ou arméniennes, appartenant à un culte chrétien. Quant aux hommes, ce sont des Apollons du Belvédère, moins simplement vêtus, ayant l'air de princes, et je me demande s'ils ne le sont pas tous. En effet, est-ce qu'ils ne descendent pas de... Est-ce qu'ils ne descendent pas de... Point d'interrogation. Drôle de phrase. Mais je ne généalogiserai plus tard. Continuons notre visite à longues enjambées. 1 minute perdue, c'est 10 lignes de reportage, et 10 lignes de reportage, c'est... Cela dépend de la générosité du journal et de son conseil d'administration. Vite au grand caravansérail. Là séjournent les caravanes venues de tous les points du continent asiatique. En voici une qui arrive, composée de marchands arméniens. En voilà une qui part, formée de trafiquants de la Perse et du Turkestan russe. J'aurais voulu arriver avec l'une, partir avec l'autre. Ce n'est pas possible et je le regrette. Depuis l'établissement des chemins de fer transasiatiques, c'est à peine si l'on rencontre encore ces interminables et pittoresques défilés de cavaliers, de piétons, de chevaux, de chameaux, d'ânes, de chariots. Bah, je ne crains pas que mon voyage à travers l'Asie centrale pêche par défaut d'intérêt. Un reporter du XXe siècle saura bien le rendre intéressant. À présent, voici les bazars avec les 1000 produits de la Perse, de la Chine, de la Turquie, de la Sibérie, de la Mongolie. À profusion des étoffes de Téhéran, de Chiraz, de Kandahar ou de Kaboul. Des tapis merveilleux de tissage et de couleurs, des soieries, qui ne valent pas les soieries de Lyon. Achèterais-je? Non. S'embarrasser de colis pour un parcours de la Caspienne au Céleste Empire, jamais. La petite valise à la main, le sac en bandoulière avec un vêtement de voyage suffiront. Du linge, je m'en procurerai en route, à l'anglaise. Arrêtons-nous devant les célèbres bains de Tiflis, dont les eaux thermales peuvent atteindre 60 degrés centigrades. Là se pratiquent les derniers perfectionnements du massage, l'assouplissement de l'échine, le craquage des membres. Je me rappelle ce qu'en a dit notre grand Dumas, dont les pérégrinations n'ont jamais été vides d'incidents. Il les inventait au besoin, ce précurseur génial du reportage à toute vapeur. Mais je n'ai pas le temps de me faire ni masser, ni craquer, ni assouplir. Tiens, l'hôtel de France. Où n'y a-t-il pas un hôtel de France? J'entre. Je me fais servir à déjeuner. Un déjeuner géorgien, arrosé d'un certain vin de Kachéli, qui passe pour ne jamais enivrer, à moins qu'on ne le hume autant qu'on le boit, en faisant usage de ces bouteilles à large goulot où le nez plonge avant les lèvres. C'est du moins le procédé cher aux natifs de la Transcaucasie. Quant aux Russes, généralement sobres, l'infusion de thé leur suffit, paraît-il, non sans une certaine addition de vodka, qui est l'eau-de-vie moscovite par excellence. Moi, français et même gascon, je me contente de boire mon flacon de Kachéli. Comme nous buvions notre château Lafite, au temps regretté où le soleil en distillait encore sur les coteaux de Pauillac. En réalité, ce vin du Caucase, quelque peu aigrelet, accompagne convenablement la poule bouillie, disons le pilot, ce qui permet de lui trouver une saveur spéciale. Salut Drislo. C'est fini et réglé. Achevons de nous mêler aux 60 000 habitants que renferme actuellement la capitale géorgienne. Perdons-nous à travers le labyrinthe de ses rues, au milieu de sa population cosmopolite. Beaucoup de juifs qui ferment leurs habits de droite à gauche, comme ils écrivent, le contraire des races aryennes. Peut-être les fils d'Israël ne sont-ils pas les maîtres en ce pays, ainsi qu'ils le sont ailleurs. Cela tient, sans doute, à ce qu'il faut 6 juifs pour tromper un Arménien, dit un proverbe local, et ils sont nombreux, les Arméniens, dans les provinces transcaucasiennes. Merci pour la rose, Manal Menal 8. Et bonsoir Serge. J'arrive sur une place sablée où les chameaux, la tête allongée,
Les pattes de devant repliées gisent par centaines. Autrefois, c'était par milliers. Mais depuis la création du chemin de fer transcaspien, qui date de quelques années, le chiffre de ces porteurs à bosse a diminué, dans une proportion très sensible. Essayez donc de faire concurrence aux fourgons de bagages ou aux wagons des trains de marchandises avec de simples bêtes de somme. En suivant la pente des rues, je débouche sur les quais du Koura, dont le lit divise la ville en deux parties inégales. De chaque côté s'élèvent des maisons grimpeuses ou grimpantes qui s'étagent, s'échafaudent, se dépassent. C'est à qui regardera par-dessus le toit de ses voisines. Aux abords de la rivière, les quartiers sont très commerçants. Là, grand mouvement des vendeurs de vin, avec leurs outres gonflées comme des ballonnets, et des vendeurs d'eau avec leurs récipients de peau de buffle, auxquels sont ajustés des tuyaux semblables à des trompes d'éléphant. Puis me voilà errant à l'aventure. Errare humanum est, disent volontiers les collégiens de Bordeaux lorsqu'ils musent sur les quais de la Gironde. Monsieur, me dit un bon petit juif, en me montrant une certaine habitation qui me semble fort ordinaire. Vous êtes étranger? Absolument. Alors ne passez pas devant cette maison sans vous arrêter un instant pour l'admirer. Et qu'a-t-elle d'admirable? C'est là qu'a demeuré le célèbre ténor Satar, qui donnait le contrefa de poitrine, et ce qu'on le lui payait. Je souhaite à ce digne patriarche de donner un contresol encore mieux payé, et je remonte les hauteurs sur la droite du Koura, afin d'avoir une vue d'ensemble. Au sommet de la colline, sur une petite place, où un chanteur déclamateur récite avec force geste des vers de Sadi, l'adorable poète persan, je m'abandonne à la contemplation de la capitale transcaucasienne. Ce que je fais là, je me propose de le refaire à Pékin dans une quinzaine de jours. Mais en attendant les pagodes et les yamens du céleste empire, voici ce que Tiflis offre à mes regards. Des murs de citadelles, des clochetons de temples appartenant aux différents cultes, une église métropolitaine avec sa double croix, des maisons de construction russes, persanes ou arméniennes, peu de toits, mais des terrasses, peu de façades ornementées, mais des balcons à véranda, accrochés aux étages. Puis deux zones très tranchées, la zone basse, restée géorgienne, la zone haute, plus moderne, traversée par un long boulevard planté de beaux arbres, entre lesquels se dessine le palais du prince Bariatinski. Il y a là tout un relief incorrect, capricieux, imprévu, une merveille d'irrégularité que l'horizon borde de son cadre grandiose de montagne. Il est bientôt 5 heures. Je n'ai pas le temps de me livrer au torrent rémunérateur des phrases descriptives. Hâtons-nous de redescendre vers la gare. Là, une certaine affluence de monde, arméniens, géorgiens, mingréliens, tartares, kurdes, israélites, russes des bords de la Caspienne, les uns venant prendre leurs billets, aux couleurs orientales, directement pour Bakou, les autres pour les stations intermédiaires. Cette fois, j'étais parfaitement en mesure. Ni l'employé à face de gendarme, ni les gendarmes en personne n'auraient pu mettre obstacle à mon départ. On me délivre un billet de première classe, valable jusqu'à Bakou. Je descends sur le quai qui donne accès aux voitures. Suivant mon habitude, je vais m'installer dans un coin d'un compartiment assez confortable. Quelques voyageurs y montent à ma suite, tandis que le populaire cosmopolite envahit les wagons de seconde et de troisième classe. Les portières sont refermées après la visite du contrôleur. Un dernier coup de sifflet annonce que le train va se mettre en marche. Soudain, des cris se font entendre. Des cris où la colère se mêle au désespoir. Et je saisis ces mots en allemand. Arrêtez, arrêtez! Je baisse la vitre et regarde. Un gros homme, valise à la main, chapeau casque sur la tête, les jambes embarrassées dans les plis de sa vaste houppelande, court à perdre haleine. Il est en retard. Des employés veulent le retenir. Essayez donc d'arrêter, s'il vous plaît, une bombe au milieu de sa trajectoire. Cette fois encore, le droit est primé par la force. La bombe teutonne décrit une courbe très heureusement calculée et vient tomber dans le compartiment voisin d'une autre à travers la portière qu'un voyageur complaisant tient ouverte.
Le train s'ébranle en ce moment. Les roues de la locomotive patinent sur le rail, puis la vitesse s'accélère. Nous sommes partis. Fin du premier chapitre. Salut Cédric, comment vas-tu? Et salut Amine Sami. Bien, fin du chapitre 1. Donc, c'est un reporter français qui est en Géorgie et qui doit prendre le train pour Bakou pour faire un reportage ou des interviews. Où est-ce que c'est Bakou? Je regarde. Bakou. En Azerbaïdjan. Ok. Chapitre 2. Parti avec 3 minutes de retard, il faut être précis. Un reporter qui ne précise pas, c'est un géomètre qui néglige de pousser ses calculs jusqu'à la 10e décimale. Ce retard de 3 minutes a permis au Germain d'être notre compagnon de voyage. J'ai l'idée que ce bonhomme me fournira de la copie, mais ce n'est qu'un pressentiment. Il fait encore jour à 6 heures du soir, au mois de mai, sous cette latitude. Je me suis procuré un horaire et je le consulte. La carte dont il est accompagné me fait connaître station par station le parcours du railway entre Tiflis et Bakou. Ne pas savoir quelle direction prend la locomotive, si le train monte par le nord-est ou descend par le sud-est, cela me serait insupportable. D'autant plus que la nuit venue, je ne verrai rien, n'étant point un nyctalope, comme les hiboux, les chouettes, les hulottes et les chats de gouttière. Mon indicateur m'apprend d'abord que la voie ferrée longe à peu près la route carrossable qui relie Tiflis à la Caspienne, en desservant Saganlong, Poily, Elisabeth-Paul, Karaskal, Aliat, Bakou, à travers la vallée du Koura. On ne tolère guère à un railway les écarts de conduite. Il doit autant que possible suivre la ligne droite. C'est ce que fait le transgéorgien. Parmi les stations qu'il met en communication, il en est une que j'aurais voulu visiter à loisir, Elisabeth-Paul. Avant la dépêche du XXe siècle, j'avais formé le projet d'y séjourner une semaine. En avoir lu des descriptions si attrayantes et n'y faire halte 5 minutes d'arrêt contre 2 et 3 heures du matin, au lieu d'une ville resplendissant sous les rayons du soleil, n'obtenir qu'un vague ensemble confusément entrevu aux pâles clartés de la lune. Ayant fini de piocher l'indicateur, je passe à l'examen de mes compagnons de route. À 4, il va sans dire que nous occupons les 4 angles de ce compartiment. J'ai pris un des coins du côté de l'entrevoie, dans le sens de la marche. Aux 2 angles opposés, 2 voyageurs sont assis en face l'un de l'autre. À peine montés, le bonnet enfoncé sur les yeux, ils se sont enveloppés de leur couverture. Des Géorgiens, autant que j'ai pu le deviner. Mais ils appartiennent à cette race spéciale et privilégiée des dormeurs en railway. Et ne se réveilleront pas avant l'arrivée à Bakou. Rien à tirer de ces gens-là. Le wagon n'est pas une voiture pour eux, c'est un lit. Je vous remercie pour vos efforts consentis. Merci, bonne continuation. Merci Amine. Devant moi, un type tout différent et qui n'a rien d'oriental. 32 à 35 ans, figure à barbiche, roussâtre, regard très vif, nez de chien d'arrêt, bouche qui ne demande qu'à parler, main familière, prête à toutes les étreintes. Un homme grand, vigoureux, large d'épaules, puissant de torse. À la manière dont il s'est disposé, après avoir rangé son sac de voyage et débouclé son tartan à couleur voyante, j'ai reconnu le traveller anglo-saxon, habitué aux longs déplacements, plus souvent à bord des trains ou des paquebots que dans le confort sédentaire de son home. En admettant qu'il est un home, ce doit être un voyageur de commerce. J'observe qu'il étale force bijoux, bagues aux doigts, épingles à la cravate, boutons aux manchettes avec vue photographique, breloques tapageuses à la chaîne de son gilet. Bien qu'il n'ait pas de boucles aux oreilles, ni d'anneaux au nez, je ne serais pas surpris que ce fût un Américain. Je dirais plus un Yankee. Voilà mon affaire, apprendre ce que sont mes compagnons de voyage, d'où ils viennent, où ils vont,
N'est-ce pas un devoir de reporter qui nécessite certaines interviews? Je vais donc commencer par mon voisin d'en face. Cela ne sera pas difficile, j'imagine. Il ne songe ni à dormir, ni à contempler le paysage que les derniers rayons du soleil couchant éclairent encore. Si je ne me trompe, il doit avoir autant l'envie de me répondre que j'ai, moi, l'envie de l'interroger, et réciproquement. J'allais m'y mettre, une crainte m'arrête, pourvu que cet Américain, je parierais qu'il l'est, ne soit pas un chroniqueur, chroniquant pour le compte d'un World ou d'un New York Herald, et chargé d'accompagner le train direct du grand transasiatique. Voilà qui m'enragerait, tout plutôt qu'un rival. Mon hésitation se prolonge. Interrogerai-je, n'interrogerai-je pas? Déjà la nuit est prête à venir. Enfin, je me préparais à ouvrir la bouche lorsque mon compagnon me prévint. Vous êtes français? Me dit-il dans ma langue d'origine. Oui, monsieur, lui ai-je répondu, dans la sienne. Décidément, nous étions gens à nous comprendre. La glace est brisée, et alors demande de s'échanger de part et d'autre. On connaît ce proverbe de l'Orient. Un fou fait plus de questions en 1 heure qu'un sage pendant toute une année. Mais comme mon compagnon ni moi n'avons de prétention à la sagesse, nous nous abandonnons en entremêlant nos idiomes. Wait a bit, me dit mon Américain. Je souligne cette locution parce qu'elle reviendra fréquemment comme le coup de corde qui donne l'élan à la balançoire. Wait a bit, je parierais 10 contre 1 que vous êtes reporter. Et vous gagneriez. Oui, reporter, envoyé par le XXe siècle pour suivre les péripéties de ce voyage. Bon, maintenant j'ai compris que le XXe siècle, c'est le nom de son journal, dont il est l'employé. Vous allez jusqu'à Pékin? Jusqu'à Pékin. Comme moi, répliqua le Yankee. Voilà ce que je craignais. Un confrère? Demandai-je en fronçant le sourcil d'un air peu sympathique. Non, rassurez-vous, nous ne plaçons pas le même article, monsieur. Claudius Bombarnac, de Bordeaux, et qui est enchanté de faire route avec monsieur. Ok, donc notre reporter, c'est le gars qui porte le nom du livre. On vient de l'apprendre. Et il est de Bordeaux. Fulk Efrinel s'appelle l'autre étranger, de la maison Strong Bulbul Co. de New York, État de New York, USA. Il a parfaitement ajouté USA. Nous nous étions mutuellement présentés l'un à l'autre. Moi, courtier en nouvelles, et lui, courtier en quoi? Il me reste à l'apprendre. La conversation continue. Fulk Efrinel, on le pense bien, a voyagé un peu partout, et même plus loin, ajoute-t-il. Il connaît les 2 Amériques et presque toute l'Europe. Mais c'est pour la première fois qu'il va mettre le pied en Asie. Il parle, et toujours c'est wet a bit qu'il lance avec une faconde intarissable. Est-ce que l'Hudson aurait les mêmes propriétés que la Garonne de faire les langues bien pendues? Il s'ensuit que j'écoutais pendant près de 2 heures. À peine ai-je entendu le nom des stations jetées à chaque arrêt. Sagonlang, Poily et autres. Pourtant, j'aurais voulu examiner le paysage, mollement éclairé par la lune, et crayonner quelques notes au passage. Heureusement, mon discoureur a déjà traversé ces provinces orientales de la Géorgie. Il m'indique des sites, des bourgades, des cours d'eau, les montagnes qui se profilent à l'horizon. À peine si je les entrevois, maudit railway. On part, on arrive, et on n'a rien vu en route. Non, m'écriai-je, ce n'est plus le charme des voyages en poste, en troïka, en tarantas, avec l'imprévu du chemin, l'originalité des auberges, le caquetage des relais, le coup de vodka des yemtchiks, et parfois la rencontre de ces honnêtes brigands dont la race finira par s'éteindre. Monsieur Bombarnac, me demande Fulk Efrinel, est-ce sérieusement que vous regrettez ces belles choses? Très sérieusement, ai-je répondu. Avec les avantages de la ligne droite du railway, nous perdons le pittoresque de la ligne courbe ou de la ligne brisée des grandes routes d'autrefois. Et tenez, monsieur Efrinel, est-ce que la lecture des récits de voyage en Transcaucasie
il y a quelque 40 ans, n'est pas faite pour vous laisser des regrets. Verrai-je un seul de ces villages habités par les Cosaques, à la fois militaires et cultivateurs? Assisterai-je à l'un de ces divertissements qui charmaient le touriste, ces djikitovkas équestres, avec cavaliers debout sur leurs chevaux, lançant leurs sabres, déchargeant leurs pistolets, et qui vous faisaient escorte si vous étiez en compagnie d'un haut fonctionnaire moscovite ou d'un colonel de la Stanisa? Sans doute nous avons perdu ces belles choses, reprend mon Yankee. Mais grâce à ces rubans de fer qui finiront par cercler notre globe comme un muide de cidre ou une balle de coton, nous allons en 13 jours de Tiflis à Pékin. C'est pourquoi, si vous avez compté sur des incidents pour vous distraire. Certainement, monsieur Efrinel. Illusion, monsieur Bombardac. Il n'arrivera rien, pas plus à vous qu'à moi. Wait a bit. Je vous promets le voyage le plus monotone, le plus prosaïque, le plus pot-au-feu, le plus terre-à-terre, enfin le plus plat. Plat comme les steppes du Karakoum, que le grand transasiatique traverse en Turkestan, et les plaines du désert de Gobi qu'il traverse en Chine. Nous verrons bien, répondis-je, car je voyage pour le plaisir de mes lecteurs, tandis que moi, je voyage tout simplement pour mes propres affaires. Et sur cette réponse, l'idée me vient que Fulk Efrinel ne sera sans doute pas le compagnon de route que j'avais rêvé. Il a des marchandises à vendre, je n'en ai point à acheter. Je prévois dès lors que de notre rencontre il ne naîtra pas une intimité suffisante pendant ce long parcours. Ce doit être un de ces Yankees dont on a pu dire, quand ils tiennent un dollar entre les dents, il est impossible de le leur arracher. Et je ne lui arracherai rien qui vaille. Cependant, si je sais de lui qu'il voyage pour le compte de la maison Strong Bulbul Co. de New York, j'ignore ce qu'est cette maison. À entendre ce courtier américain, il semble que la raison sociale de Strong Bulbul Co. doit être connue du monde entier. Mais alors, comment se fait-il que je ne la connaisse pas, moi un reporter, élève de Chinchol, notre maître à tous? Je suis en défaut, puisque je n'ai jamais entendu parler de la maison Strong Bulbul Co. Je me proposais donc d'interroger Fulk Efrinel à ce sujet quand il me dit: Avez-vous déjà visité les États-Unis d'Amérique, monsieur Bombarnac? Non, monsieur Efrinel. Viendrez-vous un jour dans notre pays? Peut-être. Alors n'oubliez pas d'explorer à New York la maison Strong Bulbul Co. Explorer? C'est le mot vrai. Bon, je n'y manquerai point. Vous verrez là l'un des plus remarquables établissements industriels du nouveau continent. Je n'en doute pas, mais pourrais-je savoir? Wait a bit, monsieur Bombarnac, reprend Fulk Efrinel en s'animant. Figurez-vous une colossale usine, de vastes bâtiments pour le montage et l'ajustage des pièces, une machine développant 1500 chevaux de force, des ventilateurs à 600 tours par minute, des générateurs dévorant 100 tonnes de charbon par jour, une cheminée haute de 450 pieds, d'immenses hangars pour l'emmagasinage des produits fabriqués que nous écoulons à travers les 5 parties du monde. Un directeur général, 2 sous-directeurs, 4 secrétaires, 8 sous-secrétaires, un personnel de 500 employés et de 9000 ouvriers. Toute une légion de courtiers, comme votre serviteur, qui exploitent l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Australasie. Enfin, un chiffre d'affaires qui dépasse annuellement 100 millions de dollars. Et tout cela, monsieur Bombarnac, tout cela pour fabriquer par milliards, oui, je dis par milliards. En ce moment, le train commence à diminuer de vitesse sous l'action de ses freins automatiques, puis il s'arrête. Bon, on ne sait pas ce qu'il fabrique. Elisabeth Paul, Elisabeth Paul, crie le conducteur et les employés de la gare. Notre conversation est interrompue. Je baisse la glace de mon côté et j'ouvre la portière, très désireux de me dégourdir les jambes. Fulk Efrinel, lui, ne descend pas. Me voici donc arpentant le quai d'une gare très suffisamment éclairée. Une dizaine de voyageurs ont déjà quitté notre train. 5 ou 6 des Géorgiens se pressent au marchepied des compartiments. 10 minutes d'arrêt à Elisabeth Paul. L'horaire ne nous octroie pas davantage. Lui qui voulait visiter cette ville,
Ils n'ont que 10 minutes d'arrêt. Dès les premiers coups de cloche, je reviens vers notre wagon. J'y monte, et lorsque la portière a été refermée, je m'aperçois que ma place est prise. Oui, en face de l'Américain s'est installée une voyageuse, avec ce sans-gêne anglo-saxon qui n'a pas plus de limites que l'infini. Est-elle jeune? Est-elle vieille? Est-elle jolie? Est-elle laide? L'obscurité ne me permet pas d'en juger. Dans tous les cas, la galanterie française m'interdit de réintégrer mon coin, et je m'assieds près de cette personne qui ne s'excuse même pas. Quant à Fulk et Frinel, il me semble qu'il dort. Et voilà comment j'en suis encore à savoir ce que fabrique par milliards cette maison Strong Bulbul Co. de New York. Le train est parti. Nous avons laissé Elizabeth Paul en arrière. Qu'ai-je vu de cette charmante ville de 20 000 habitants, bâtie à 170 km de Tiflis, sur le Ganja Chai, un tributaire du Koura, et que j'avais spécialement pioché avant mon arrivée. Rien de ces maisons en briques cachées sous la verdure. Rien de ces curieuses ruines. Rien de sa superbe mosquée construite au commencement du XVIIIe siècle. Ni de sa place du Maïdan. Des admirables platanes, si recherchés des corbeaux et des merles, et qui entretiennent une température supportable pendant les excessives chaleurs de l'été. À peine ai-je aperçu les hautes ramures où se jouaient les rayons lunaires. Je suis meilleur en français, mais au niveau de communication, je me trouve incapable. Bah, tu arrives à communiquer là? Tu arrives à faire des phrases. Et sur les bords du Rio, qui promène ses eaux argentées et murmurantes, le long de la rue principale, à peine ai-je entrevu quelques maisons à jardinets, semblables à de petites forteresses crénelées. Ce qui m'est resté dans le souvenir, ce n'est qu'une silhouette indécise, saisie au vol entre les volutes de vapeur éructées par notre locomotive. Et pourquoi ces habitations, toujours sur la défensive? C'est que Elizabeth Paul était une place de guerre, jadis exposée aux fréquentes attaques des lesbiens, du Shirvan et ses montagnards, à en croire les historiens les mieux informés, descendent directement des hordes d'Attila. Il était près de minuit alors. La fatigue m'invitait au sommeil, et pourtant, en bon reporter, je ne voulais dormir que d'un œil et sur une seule oreille. Je tombais cependant dans cette sorte de somnolence que provoquent les trépidations régulières d'un train en marche, entremêlées de coups de sifflet, déchirants, de bruits de serrage avant les ralentissements de vitesse, de brouhaha tumultueux, lorsque deux convois se croisent. Ce sont des noms de stations criés pendant les courts arrêts, et le claquement des portières qui s'ouvrent ou se ferment avec une sonorité métallique. C'est ainsi que j'entendis appeler Géran, Varvara, Ujjari, Kurdamir, Klourdan, ensuite Karasoul, Navaji. Je me redressai, mais n'occupant plus l'angle dont j'avais été si cavalièrement évincé, il m'était impossible de regarder à travers la vitre. Et je me demande alors ce que cache cet amas de voilettes, de couvertures, de jupes, que j'entrevois à ma place usurpée. Question sans réponse. Cette voyageuse doit-elle être ma compagne jusqu'au terminus du grand transasiatique? Échangerai-je avec elle un salut sympathique dans les rues de Pékin? Puis de ma compagne, ma pensée revient à mon compagnon, qui ronfle dans son coin à rendre jaloux les ventilateurs de la maison Strong Bulbul Co. Et cette immense usine, que diable fabrique-t-elle? Des ponts de fer ou d'acier? Des locomotives? Des plaques de blindage? Des chaudières à vapeur? Des pompes de mine? Avec ce que m'en a dit mon Américain, j'en fais une rivale du Creusot, de Cockerill ou d'Essen, quelque formidable établissement industriel des États-Unis d'Amérique. À moins qu'il ne m'en ait compté, car il ne paraît pas être vert comme on dit dans son pays, ce qui signifie qu'il n'a pas l'air précisément d'un naïf, le dit Fulk et Frinel. Il me semble pourtant que je me suis peu à peu endormi d'un sommeil de plomb. Soustrait aux influences extérieures, je n'entends même plus la respiration stertoreuse de mon Yankee. Le train arrive à la station d'Aliat. Il fait un arrêt de 10 minutes et repart sans que je m'en sois aperçu. Je le regrette, car Aliat est un petit port et j'aurais pu prendre là un premier aperçu de la Caspienne, entrevoir ces contrées qui furent ravagées par Pierre le Grand.
2 colonnes de chroniques historico-fantaisistes à faire là-dessus, en mêlant le Bouillet au Larousse. Bien que n'ayant rien vu de ce pays ni de sa capitale, il ne serait pas difficile de donner l'essor à mon imagination. Bakou, Bakou, c'est ce nom répété à l'arrêt du train qui me réveille. Il est 7 heures du matin. Fin du chapitre et il est arrivé à destination. Allez, je vais lire un 3e chapitre et puis je m'arrêterai. Chapitre 3. Le départ du bateau ne doit s'effectuer qu'à 3 heures du soir. Ceux de mes compagnons de voyage qui se disposent à traverser la Caspienne se hâtent de courir vers le port. Il s'agit en effet de retenir une cabine ou de marquer sa place dans les salons du paquebot. Fulk et Frinel m'a quitté précipitamment sur ces seuls mots. Je n'ai pas un instant à perdre. Il faut que je m'occupe du transport de mes bagages. Vous en avez beaucoup ? 42 caisses. 42 caisses, m'écriai-je. Et je regrette de ne pas en avoir le double. Vous permettez, n'est-ce pas ? Il aurait à faire une traversée de 8 jours au lieu de 24 heures, à franchir l'Atlantique au lieu de la Caspienne. Il ne se serait pas plus pressé. On peut m'en croire, le Yankee n'a pas songé un instant à offrir sa main à notre compagne pour l'aider à descendre de wagon. Je le remplace. La voyageuse s'appuie sur mon bras et saute. Non, mets lentement le pied à terre. J'eus pour toute récompense un thank you, sir, qui est prononcé d'une voix sèche, extrêmement britannique. Thackeray a dit quelque part qu'une dame anglaise bien élevée est la plus complète des œuvres de Dieu sur la terre. Je ne demande qu'à vérifier cette galante affirmation à propos de notre voyageuse. Elle a relevé sa voilette. Est-ce une jeune femme ou une vieille fille ? Avec ces Anglaises, on ne sait guère. 25 ans, paraît-elle. Un teint albionesque, une démarche saccadée, une robe montante comme une marée d'équinoxe. Pas de lunettes, bien qu'elle ait les yeux très bleus d'une myope. Tandis que j'arrondis le dos en m'inclinant, elle m'honore d'un salut de tête qui ne met en jeu que les vertèbres de son long cou et se dirige vers la porte de sortie d'un pas régulier. Très probablement, je retrouverai cette personne à bord du paquebot. Ah oui, maintenant il a un paquebot à prendre pour traverser la mer Caspienne. Pour aller ensuite à Pékin. Elle a encore beaucoup de route à faire. Je regarde Google Maps en même temps. Quant à moi, je ne compte descendre au port qu'à l'heure du départ. Je suis à Bakou. J'ai une demi-journée pour visiter Bakou, et je n'en perdrai pas une heure, puisque les hasards de mes pérégrinations m'ont conduit à Bakou. Il est possible que ce nom n'éveille en aucune façon la curiosité du lecteur. Mais peut-être son imagination s'enflammera-t-elle si j'ajoute que Bakou, c'est la ville des Guèbres, la cité des Parsis, la métropole des adorateurs du feu. Cerclée d'une triple enceinte de murailles noirâtres à créneaux, cette ville est battue près du cap Apchiron, sur les extrêmes ramifications de la chaîne du Caucase. Voyons, suis-je en Perse ou en Russie ? En Russie, à n'en pas douter, puisque la Géorgie est province moscovite. Mais il est permis de se croire en Perse, puisque Bakou a conservé sa physionomie persane. Je pense qu'à l'époque du livre, la Géorgie appartenait à la Russie, avant de devenir un pays. Entre c'est et ce. C'est, il y a un verbe dedans. C'est ce plus le verbe être. Merci beaucoup, professeur. Merci à toi, Malco, prince. Alors, arrivé à Bakou, j'y visite un palais des Khan, pur produit de l'architecture du temps de Shahryar et de Scheherazade, fille de la lune, sa spirituelle conteuse. Un palais dont les fines sculptures sont aussi fraîches que si elles venaient de recevoir le dernier coup de ciseau. Plus loin s'élèvent de sveltes minarets, et non pas ces toits ventrus de Moscou, la Sainte,
aux angles d'une vieille mosquée où l'on peut pénétrer sans ôter ses bottes. Il est vrai, le muezzin ne lance plus quelques sonores versets du Coran à l'heure de la prière. D'ailleurs, Bakou possède des quartiers qui sont bien russes de mœurs et d'aspect, avec leurs maisons de bois sans aucun reste de couleur orientale. Une gare d'aspect imposant, digne d'une grande cité d'Europe ou d'Amérique. Et au bout de ces rues, un port moderne, dont l'atmosphère s'encrasse des fumées de la houille vomies par la cheminée des steamers. En vérité, on se demande ce que vient faire ce charbon en cette ville du naphte. À quoi bon ce combustible, puisque le sol aride et dénudé de l'Apchéron, où ne pousse que l'absinthe pontique, est si riche d'huile minérale. À 80 francs les 100 kilos, il fournit le naphte blanc et noir que les exigences de la consommation n'épuiseront pas pendant des siècles. Je vais bien, merci Raissa ou Raïssa. Merci mon prof. Phénomène vraiment merveilleux. Voulez-vous un appareil instantané d'éclairage ou de chauffage? Rien de plus simple. Faites un trou dans ce sol, le gaz s'en échappe et vous l'allumez. C'est le gazomètre naturel à la portée de toutes les bourses. J'aurais voulu visiter le fameux sanctuaire d'Ateshga, mais il est à 22 verstes de la ville et le temps m'eût manqué. Là brûle le feu éternel, entretenu depuis des centaines d'années par des prêtres parsis, venus de l'Inde, lesquels ne mangent jamais de nourriture animale. En d'autres pays, ces végétariens seraient simplement traités de légumistes. Ce mot me rappelle que je n'ai pas déjeuné, et comme 11 heures sonnent, je me dirige vers le restaurant de la gare où j'entends bien ne point me conformer au régime alimentaire des Parsis d'Ateshga. Au moment où j'entre dans la salle, Fulk et Frinel en sort précipitamment. Et déjeuner lui demandai-je. C'est fait, me répond-il. Et vos colis? Encore 29 à transporter jusqu'au paquebot. Mais pardon, je n'ai pas un instant à perdre. Quand on représente la maison Strong Bulbul Co., qui expédie hebdomadairement 5000 caisses de ses produits. Allez, allez, monsieur Efrinel, nous nous retrouverons à bord. À propos, vous n'avez pas rencontré notre compagne de voyage? Quelle compagne de voyage? Cette jeune dame qui occupait ma place dans le compartiment. Il y avait une jeune dame avec nous? Sans doute. Eh bien, vous me l'apprenez, monsieur Bombarnac. Vous me l'apprenez. Et là-dessus, l'Américain franchit la porte et disparaît. Il faut espérer qu'avant l'arrivée à Pékin, je saurai quels sont les produits de la maison Strong Bulbul Co. de New York. 5000 caisses par semaine. Quelle fabrication et quel débit. On ne sait toujours pas ce qu'ils fabriquent. Hein. Merci pour la rose bleu diamant 7. Le déjeuner rapidement expédié, je me remets en campagne. Pendant ma promenade, j'ai pu admirer quelques magnifiques lesbiens. La tcherkesse grisâtre, avec cartouchière sur la poitrine, la bêchemette de soie rouge vif, les guêtres brodées d'argent, la chaussure plate sans talons, le papague blanc sur la tête, le long fusil en travers des épaules, le chaska et le candiar à la ceinture. Bref, des hommes arsenal, comme il y a des hommes orchestre, mais d'un aspect superbe, et qui doivent faire un merveilleux effet dans les cortèges de l'empereur de Russie. Là, il décrit les vêtements des habitants locaux. Sasuke ou Naruto. Je regarde pas ces mangas. Yo. Il est déjà 2 heures et je songe à me diriger vers l'embarcadère. Il me faut repasser par la gare où j'ai laissé mon léger bagage en consigne. Me voici donc tenant ma valise d'une main, ma canne de l'autre, et je prends une des rues qui descendent vers le port. Au tournant d'une place, près de l'endroit où l'enceinte se rompt pour donner accès sur le quai, 2 personnes qui marchent conjointement attirent, je ne sais pourquoi, mon attention. C'est un couple en costume de voyage. L'homme montre de 30 à 35 ans, la femme de 25 à 30 ans. L'homme, un brun grisonnant déjà, avec physionomie mobile, regard vif, démarche aisée,
et un certain balancement des hanches. La femme, une blonde, encore assez jolie, l'œil bleu, le teint un peu défraîchi, les cheveux frisottant sous sa capote, un accoutrement de voyage qui n'est de bon goût ni dans sa coupe démodée, ni dans sa couleur tapageuse. Ce sont vraisemblablement deux époux que le train vient d'amener de Tiflis, et peut-être même, si mon flair ne me trompe, deux Français. Mais bien que je les observe curieusement, ils n'en font pas autant de ma personne. Ils sont trop occupés pour m'avoir aperçu. Entre les mains, sur les épaules, des sacs, des coussins, des couvertures, des cannes, des parapluies, des ombrelles. Ils emportent tout ce que l'on peut imaginer de petits colis qu'ils ne veulent point mettre avec les bagages du paquebot. Je me sens un vif désir de leur venir en aide. N'est-ce pas une chance heureuse et des plus rares que de rencontrer des Français hors de France? Au moment où je vais les aborder, Fulk et Fresnel reparaît, m'entraîne, et je laisse le couple en arrière. Ce n'est que partie remise. Je le retrouverai sur le paquebot et nous ferons connaissance pendant la traversée. Eh bien, demandai-je au Yankee, où en est l'embarquement de votre cargaison? En ce moment, la 37e caisse est en route, monsieur Bombarnac. Et jusqu'ici, pas d'accident? Pas d'accident. Et que renferment vos caisses, s'il vous plaît? Ce qu'elles renferment? Ah, voici la 37e, s'écria Fulk et Fresnel, et ils courent au devant d'un camion qui débouchait sur le quai. Il va pas nous dire ce que renferment ces caisses. Il y a là un mouvement considérable, toute l'animation des départs et des arrivages. Bakou est le port le plus fréquenté et le plus sûr de la Caspienne. Derban, situé plus au nord, ne saurait lui faire concurrence, et il absorbe presque en entier le trafic maritime de cette mer, ou plutôt de ce grand lac, sans communication avec les mers voisines. Il va sans dire que la création d'Uzunada, sur le littoral opposé, a décuplé le transit qui s'opérait autrefois par Bakou. Le Transcaspien, ouvert à la circulation des voyageurs et des marchandises, est par excellence la voie commerciale qui rattache l'Europe au Turkestan. Bon, je viens de comprendre que le Transcaspien, c'est le nom du paquebot qui fait la traversée de la mer Caspienne. Je vous kiffe depuis la Côte d'Ivoire. Si je me trompe bien, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si je ne m'abuse. Bonjour Danny Trevor. Bonsoir Hakim. Bonsoir Diane Arc-en-Ciel. Gros bisous. Dans un avenir prochain, peut-être une seconde route longera-t-elle la frontière persane en reliant les railways de la Russie méridionale aux railways de l'Inde anglaise, ce qui épargnerait aux voyageurs la navigation de la Caspienne. Et lorsque ce vaste bassin se sera desséché par la suite d'évaporation, pourquoi une voie ferrée établie sur son lit de sable ne permettrait-elle pas au train d'aller sans transbordement de Bakou à Uzun-Ada? Merci pour vos efforts, merci Hakim, et bonsoir Magie Noire. En attendant la réalisation de ce desideratum, il est nécessaire de prendre un paquebot, et c'est ce que je me préparais à faire en nombreuses compagnies. Notre paquebot s'appelle l'Astara, de la compagnie Caucase et Mercure. C'est un gros bateau à roues qui fait 3 fois par semaine le service d'une côte à l'autre. Très large de coque, il a été aménagé de manière à prendre une grande quantité de marchandises, et les constructeurs se sont plus préoccupés de l'arrimage des colis que du confort des passagers. Pose une question. On ne demande pas une question, on pose une question. Oh, une rose. Merci. Merci Jacques Bible pour la rose. Quand on ne connaît pas une personne l'après-midi, je veux dire le soir, on dit bonjour ou bonsoir. Le soir, tu as le choix. Le soir, tu peux dire bonjour ou bonsoir. Que tu connaisses la personne ou pas, ça ne change rien. Après tout, pour une navigation de 24 heures, il n'y a pas lieu de se montrer difficile.
Tumultueux concours de monde aux abords de l'embarcadère, gens qui partent et gens qui regardent partir, recrutés parmi la population cosmopolite de Bakou, j'observe que les voyageurs sont pour la plupart des Turkmènes, avec une vingtaine d'Européens de diverses nationalités, quelques Persans et aussi 2 types originaires du Céleste Empire. Ceux-là sont évidemment à destination de la Chine. L'Astara est à la lettre bondée de marchandises. La cale n'a pas suffi et une bonne part de la cargaison a reflué sur le pont. L'arrière est réservé aux passagers. Mais depuis la passerelle jetée entre les tambours jusqu'au gaillard d'avant, on a empilé nombre de colis que d'épais prélards goudronnés doivent garantir contre les coups de mer. Selon le connexion pas, est-ce que c'est juste de dire bonjour? Oui, que tu le connaisses ou que tu le connaisses pas, tu peux dire bonjour, même le soir. C'est là que les bagages de Fulk et Fresnel ont été déposés. Il y a tenu la main avec une énergie de Yankee, très décidé à ne pas perdre de vue son précieux matériel. Des caisses cubiques, hautes, larges et profondes, de 2 pieds, recouvertes d'un cuir verni soigneusement sanglé, et sur lequel se lisent ces mots imprimés en découpage. Strong Bulbul Co. de New York. Toutes vos marchandises sont à bord? Demandai-je à l'Américain. Voici la 42e caisse qui arrive, me répondit. Et en effet, la dite caisse est au dos d'un facteur engagé déjà sur le pont de l'embarcadère. Il me semble que ce porteur est un peu trébuchant, grâce sans doute à une absorption trop prolongée de vodka. Wait a bit, crient Fulk et Fresnel. Puis en bon russe, afin d'être mieux compris, attention, attention. Conseil excellent mais tardif, le porteur vient de faire un faux pas. La caisse glisse de ses épaules, tombe, heureusement par-dessus le bastingage de l'Astara, se brise en deux, et quantité de petits paquets, dont le papier se déchire, laissent leur contenu se répandre sur le pont. Quel cri d'indignation a poussé Fulk et Fresnel, quel coup de poing il administre au maladroit en répétant d'une voix désespérée. Mes dents, mes pauvres dents. Quoi, il transporte des dents? Et le voilà se traînant à genoux pour ramasser les petits morceaux d'ivoire artificiel, épars le long de la coursive, tandis que je ne puis comprimer mon envie de rire. Ok, il fabrique des fausses dents. Et pourquoi est-ce qu'il transporte autant de fausses dents? Oui, ce sont des dents que fabrique la maison Strong Bulbul Co. de New York. C'est pour en fournir 5000 caisses par semaine aux 5 parties du monde que fonctionne cette gigantesque usine. C'est pour en approvisionner les dentistes de l'ancien et du nouveau continent. C'est pour en envoyer jusqu'en Chine, qu'elle développe 1500 chevaux de force et brûle 100 tonnes de charbon par jour. Voilà qui est américain. Après tout, la population du globe est, dit-on, de 1400 millions d'âmes. Et à 32 dents par habitant, cela fait près de 45 milliards. Donc s'il y avait lieu de remplacer toutes les vraies dents par des fausses, la maison Strong Bulbul Co. ne serait même pas en mesure d'y suffire. Mais il faut laisser Fulk et Fresnel courir après les trésors odontologiques de sa 42e caisse. La cloche envoie ses derniers tintements. Tous les passagers sont à bord. L'Astara va larguer ses amarres. Soudain, des cris partent du côté du quai. Je les reconnais, ce sont des cris d'Allemands. Ce que j'ai déjà entendu à Tiflis, au moment où le train de Bakou se mettait en marche. C'est encore le passager qui était en retard pour le train qui va être en retard pour le bateau. En effet, voici le voyageur en question. Il est essoufflé, il court, il n'en peut plus. Le pont volant a été retiré, et le paquebot s'écarte déjà. Comment ce retardataire embarquera-t-il? Heureusement, un croupia, frappé à l'arrière de l'Astara, maintient encore le bateau près du quai. L'Allemand apparaît au moment où 2 matelots manœuvrent les ballons d'accostage. Il lui donne la main et l'aide à sauter à bord. Décidément, il est coutumier du fait, ce gros homme, et je serais bien surpris s'il arrive à destination.
Cependant, son évitement effectué, l'Astara s'est mis en marche, sous l'action de ses puissants trous, et il est bientôt en dehors des passes. À 400 mètres environ, une sorte de bouillonnement qui agite la surface de la mer indique un trouble profond des eaux. Je me trouvais alors près des bastingages de bâbord, à l'arrière, et, le cigare à la bouche, je regardais le port disparaître derrière la pointe en retour du cap Apchiron, tandis que la chaîne du Caucase montait à l'horizon de l'ouest. De mon cigare, il ne me restait plus qu'un bout entre les lèvres, et après en avoir aspiré les dernières bouffées, je le jette par-dessus le bord. Pas très écolo. En un instant, une nappe de feu se propage autour de la coque du paquebot. Ce bouillonnement provenait d'une source sous-marine de naphte, et il a suffi de ce fragment de cigare pour l'enflammer. Quelques cris se font entendre. L'Astara roule au milieu de volutes ignescentes, mais un coup de barre nous éloigne de la source en feu, et tout danger est bientôt écarté. Le capitaine, qui vient de se porter à l'arrière, se borne à me dire d'un ton froid: c'est imprudent ce que vous avez fait là. Et je réponds, comme on a l'habitude de répondre en pareilles circonstances: ma foi, capitaine, je ne savais pas. Il faut toujours savoir, monsieur. Cette phrase a été prononcée d'une voix sèche et revêche, à quelques pas de moi. Je me retourne. C'est l'Anglaise qui m'a servi cette petite leçon. Fin du chapitre. Et fin du live. Bon, bah c'était sympa. Petit résumé des 3 premiers chapitres. Donc c'est un reporter français qui est en Géorgie et qui est envoyé par son journal faire un reportage à Pékin. Donc il a pris le train et maintenant il est dans un paquebot pour traverser la mer Caspienne. Et il a rencontré un Américain qui transporte 42 caisses de fausses dents. Voilà où nous en sommes. Bon, bah ça a l'air sympa comme livre. Nous continuerons peut-être demain matin. Merci Jackie Jacques pour le cadeau, le TikTok. Rien que ça. Exact. Merci pour vos efforts. Merci Soufiane. Bien. Et ben voilà. Je vais m'arrêter. Il y a des chances que demain matin je poursuive pour 3 autres chapitres. 2 ou 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. Belle lecture, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour les cadeaux, les j'aime, et merci pour votre écoute. Vers quelle heure environ? Je ne sais pas. Je suis même pas sûr que je fasse un live. Fin de matinée, je pense. Merci à vous, monsieur. Merci, Hakim. Allez, bah, bonne soirée, bonne nuit. Brossez-vous les dents et faites de beaux rêves. À bientôt. Merci encore. Excellente soirée. Merci.